Bienvenue dans Impact at Scale, le podcast dans lequel on décrypte les stratégies pour aligner impact positif et changement d'échelle. Je suis Emmanuel Espias, CEO des Impacteurs. Notre travail, c'est de conseiller les entreprises qui veulent changer d'échelle et avoir un impact positif. Allez, trêve de bavardage, place à l'invité de la semaine. Bonjour Julien, comment vas-tu ? Ça va très bien, et toi ? Ravi de te voir en vrai, parce que précédemment on avait échangé à distance, mais c'est toujours mieux de pouvoir se voir. Forcément aujourd'hui on va parler de toi et surtout de Vendredi, et de ce qui a amené cette entreprise là où elle est aujourd'hui. Est-ce que tu peux du coup te présenter et puis nous présenter rapidement Vendredi ? Ouais. Moi je suis Julien, j'ai un peu plus d'une trentaine d'années, je suis cofondateur de Vendredi. Vendredi, c'est une entreprise aujourd'hui, ça l'a pas toujours été, qui vise à aider les entreprises à mobiliser leurs salariés sur leur stratégie RSE et plus largement sur leur transition sociale et environnementale. Ok, concrètement du coup, tu as quelques actions en tête ? Carrément, concrètement en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les entreprises à mettre en place de la sensibilisation pour leurs salariés, du soutien des associations, que ce soit sur le temps de travail des salariés ou sur leur temps perso, et puis aussi des actions qu'on appelle des actions internes, donc c'est-à-dire comment est-ce que moi en tant que salarié je vais pouvoir m'impliquer dans la RSE de ma boîte pour transformer nos métiers, nos façons de faire, etc. Ok, alors d'ores et déjà je suis méga fan. Du coup j'étais content de t'avoir. Tu l'évoquais, t'as dit c'est une entreprise mais ça l'a pas toujours été. Ouais. C'est aussi quelque chose qui m'a intéressé parce que vous êtes vraiment parti de l'économie sociale et solidaire à l'origine en étant une structure associative. Finalement, vous avez été amené aujourd'hui à vous structurer en structure commerciale. Tu peux nous faire un petit topo sur cette histoire ? Qu'est-ce qui vous a amené justement à changer le modèle ? Ouais, tout à fait. Alors déjà, en fait, Vendredi, on part d'une mission et puis surtout d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'individu, on a tendance à séparer le citoyen du salarié qu'on est. Donc on a tendance à se dire que le travail, c'est pas un endroit pour exprimer ses valeurs, ses convictions, surtout vis-à-vis des sujets climatiques, environnementaux ou sociaux d'aujourd'hui. Et nous, on pense que ça, c'est absurde et on a voulu combattre ça. Et au tout début, Vendredi, en fait, c'était une association, alors ça portait même pas le nom de Vendredi au tout début. Et l'idée, c'était de se dire, pour réconcilier le sens et le travail, on va essayer de permettre à des personnes de faire un jour par semaine, un jour par mois, dans des associations sur leur temps de travail. Donc ça, c'était au début une association. Et en fait, pourquoi on était une association ? C'était que ce truc-là, ça n'existait pas vraiment. Et donc du coup, quand tu montes des innovations sociales, c'est quand même beaucoup plus facile d'être sous un format associatif parce que ça te permet d'avoir certaines aides, certaines subventions qui sont plutôt d'ordre d'intérêt général. Et puis, Vendredi, ça a grossi, le concept, il s'est affiné. Et puis, au moment, on s'est rendu compte, en fait, on commençait à avoir presque un business model. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit qu'en fait, le statut associatif était plus adapté. On n'a jamais été une association qui avait des bénévoles. Et puis, on a commencé à avoir tous les avantages d'être une association. Et à ce moment-là, on a décidé de transformer le projet en une entreprise qui allait vraiment opérer commercialement ce qu'on avait inventé, et puis une association à côté pour garder un véhicule d'intérêt général, pour avoir des missions d'intérêt général. Et puis finalement, cette association, on l'a dissoute pour créer une fondation à côté. Voilà, mais association ou fondation, ça change pas grand-chose fondamentalement. Et voilà, donc aujourd'hui, Vendredi, en fait, on a Vendredi l'entreprise, et puis on a une fondation à côté, même si les deux structures sont, je dirais, elles sont liées historiquement, mais elles n'ont pas de gouvernance partagée. Ok, d'accord. Oui, nous on est sur deux structures totalement distinctes. Ouais. Au niveau échelle de temps, ça donne quoi ? C'est quand est-ce que du coup l'ancienne structure a été créée ? Quand est-ce que vous avez basculé ? Ouais. Alors l'ancienne structure elle a été créée par mon associé Félix, que je salue d'ailleurs. Bonjour. Bonjour à Félix. Et ça c'était 2014-2015. Moi, Félix, je l'ai croisé à peu près à ce moment-là, et puis on s'est mis à bosser ensemble un an et demi après. Donc, j'ai commencé à bosser avec lui au courant 2016, enfin plutôt fin 2016, au courant 2017. Et on a créé la structure commerciale fin 2018. Donc, l'association, elle a vécu grosso modo 4 ans. Et là, ça fait 4-5 ans qu'on est principalement sous le modèle entreprise. Ok. Et justement, ça a été il y a un moment, il y a une limite, le fait d'être en association, parce que de ce que je comprends, c'est arrivé au moment où il y a eu la transition du modèle vers un modèle économique, ou en tout cas le développement du modèle économique. Et c'est à ce moment-là que vous vous êtes senti bloqué par le statut associatif, ou c'était pour vous ouvrir à d'autres choses ? On est arrivé
on va dire, aux limites du modèle associatif. Et donc les deux limites, c'était quoi? C'était, en fait, à un moment, on a développé un modèle économique. C'est-à-dire qu'en fait, on faisait tout le temps la même chose. Et donc, en fait, ce qui était avant des projets d'intérêt général subventionnés par les entreprises et les fondations, c'est devenu, en fait, un service facturé. Quand tu fais ça en tant qu'association, tu perds ton caractère à but non lucratif. Donc tu te mets à payer la TVA, des choses comme ça, mais tu peux pas la récupérer. Et puis surtout, en fait, pour développer la structure, tu peux pas du tout faire appel à des levées de fonds. Tu as beaucoup de subventions d'innovation qui ne sont pas accessibles. Tu peux pas emprunter. Enfin, en fait, juste, c'est pas le bon modèle, quoi. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a décidé de changer. Et on a souhaité garder l'association pour pouvoir continuer à porter nos projets d'intérêt général et puis assumer qu'à côté de ça, on a un modèle économique, commercial, j'allais dire classique, pas forcément classique, parce que dans les statuts de l'entreprise, on a mis des règles pour avoir une entreprise à impact. Mais voilà, on a préféré l'assumer et donner... Et, en fait, l'entreprise, c'était le modèle, enfin le statut juridique qui nous permettrait de se développer le plus rapidement possible et donc d'avoir le plus d'impact. Et c'est ça qu'on allait chercher. Ok, mais du coup, donc là tu viens d'expliquer, mais il y a aussi quand même des fonctionnements que vous avez repris de l'économie sociale et solidaire pour les mettre dans l'entreprise. C'est quoi leur application aujourd'hui? Comment marche Vendredi en interne du coup? Ouais, carrément. Déjà, l'économie sociale et solidaire, c'est aussi des entreprises. C'est pas que des assos. Alors, il y a plusieurs niveaux. Déjà, statutairement, nous, on s'est beaucoup inspiré de la loi ESUS. Donc, la loi ESUS, elle impose 2-3 règles. La gouvernance démocratique. Donc ça, c'est comment est-ce que tes parties prenantes vont pouvoir avoir certains choix dans l'entreprise. Tes parties prenantes, c'est surtout tes salariés, mais ça peut être aussi, nous on travaille avec des assos et des entreprises, ça peut être elles aussi. Il y a un encadrement des salaires, c'est-à-dire que chez nous, le plus bas salaire peut pas être, enfin plutôt le plus haut salaire est forcément pas plus de 7 fois le plus bas. Bon, en l'occurrence, c'est même pas ça, on est peut-être à x3. Mais en tout cas, statutairement, on a ça. On a notre mission qui est inscrite, pareil, dans nos statuts. Alors, on n'est pas techniquement entreprise à mission parce qu'on n'a pas mis en place le comité de surveillance de la mission, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Okay. Voilà. Et ça, c'est statutairement, on a des outils qui font que la boîte, elle ne peut pas trop bouger. Et puis ensuite, c'est plus dans le quotidien où on a mis en place des règles. Déjà, on a une transparence quasi totale, c'est-à-dire que ce soit les comptes, les salaires, la participation, donc parce qu'on donne des BSPCE, enfin des parts de la boîte à chaque salarié, tout ça c'est transparent. En fait, grosso modo, la seule chose qui n'est pas transparente, c'est ce qui est dit de façon confidentielle dans les entretiens RH. Okay. Et ça, c'est voilà, ça change beaucoup de comment tu pilotes ta boîte. Bah ouais, clairement, ouais. C'est assez. Je trouve que c'est très tourné vers l'avenir en soi aussi, parce qu'on est en train d'essayer de remettre du sens aussi dans le travail, puisque il y a énormément de boîtes qui s'étonnent du turnover que tu peux avoir en interne, mais forcément, si tu n'impliques pas les gens, s'ils ne comprennent pas où est-ce que l'organisation va, s'ils ne se sentent pas entendus, écoutés, s'ils ne se sentent pas appartenir à un tout, finalement, ils finissent par bouger. Donc, on est obligé de se poser ces questions aujourd'hui. C'est peut-être une façon de les garder avec nous aussi. Du coup, j'aimerais qu'on aille sur quelques... pour que les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent puissent mesurer un petit peu. Est-ce qu'on peut aborder quelques chiffres? Vendredi, c'est quoi en chiffres? Vendredi, c'est quoi en chiffres? Vendredi, c'est plus de 2000 associations dans notre réseau. Alors, l'ordre de grandeur, c'est on doit être autour de 300 000 heures d'impact. Donc, ça veut dire 300 000 heures de quelqu'un qui a donné un peu de son temps de travail ou de son temps perso pour aider une association. C'est super dur en fait pour nous à traquer, pour tout te dire, parce que on se rend compte que des fois il y a des gens qui nous appellent en disant en fait ça fait 6 mois que je bosse pour tel asso, alors c'est pas dans la plateforme mais en fait je les ai aidés à refaire tout leur site web, etc. ou je les ai aidés, je suis devenu bénévole, etc. Bon, vous mesurez le minimum au moins, c'est-à-dire que quand il y en a qui font beaucoup plus. On sait qu'il y en a plus. C'est en nombre de personnes que ça touche, aujourd'hui c'est un peu plus de 200 000 salariés éligibles. Tu prends les salariés de l'ensemble des boîtes avec lesquelles on bosse. Et c'est, de mémoire, je crois que c'est déjà 25 000 qui sont passés à l'action. Et c'est bientôt 100 000 actions réalisées. Dans ces actions-là, il y a les missions en asso dont je parlais, mais il y a aussi beaucoup de ce qu'on appelle des défis. Donc c'est des petites actions de sensibilisation, comprendre ce que c'est un bilan carbone, comprendre ce que c'est le handicap invisible, la place... de la parole des femmes en réunion, enfin plein de sujets qui sont au cœur de nos sujets de société. Ok, et c'est assez c'est intéressant. Comment
comment finalement on fait de l'argent Ouais. sur tu vois, la construction d'un espèce d'idéal un peu social. Tu le disais, je suis à 1000% d'accord avec toi. On est dans l'entreprise, on y passe du temps. Ouais. En fait, quand tu comptes à la fin de ta vie, le nombre d'heures qui t'a passé, c'est énorme. 80 000. Ouais. 80 000. 80 000, à peu près. Ce qui est énorme. Donc, autant en fait faire en sorte que ce temps se passe bien, mais c'est vrai que on se dit pas derrière une espèce de mission presque sociale, tiens, je vais pouvoir en dégager un modèle économique. Comment on parvient à ça du coup? Bah, de toute façon, c'est très simple. Normalement, bon, sauf dans certaines industries comme le luxe et encore, si t'es payé, c'est que t'apportes de la valeur. Vendredi, et plus largement se lancer dans une démarche RSE en tant qu'entreprise, ça peut te servir à 3 choses. Ça peut te servir à te mettre en conformité avec des obligations légales. Mais en fait, les obligations légales, il y en a assez peu. Donc c'est clairement pas la première raison. La deuxième, en fait on l'évoquait, ça va être répondre à la quête de sens. Donc soit attirer des talents. En fait, alors les RH vont te parler de marque employeur, etc. Mais globalement, c'est parler aux candidats en leur disant qu'est-ce que nous, en tant qu'entreprise, on prend comme engagement, comment est-ce qu'on agit, ou retenir ces talents, les salariés qui sont déjà dans la boîte. Et ça, c'est... le budget qui est mis en RH dans la marque employeur, c'est plusieurs milliards par an, juste en France. Et la raison numéro 1 pour laquelle il y a la grande démission, etc., c'est la quête de sens. Donc, en fait, il y a un espace intéressant pour dire comment est-ce qu'on peut repenser le rapport au travail, etc. Et puis, de plus en plus, il y a une troisième raison qui est tout simplement la performance. Parce qu'en fait, les entreprises qui s'en lancent dans ces démarches-là, on a l'impression, parfois on voit ça comme des coûts. En fait, c'est pas des coûts, c'est des investissements. C'est montré maintenant, ça augmente ta performance. Déjà parce que les gens comprennent mieux ce qu'ils font. Aussi parce qu'en tant que consommateur ou en tant que client, maintenant on est plus exigeant et on attend des entreprises et des services qu'on achète qui répondent à ces questions-là sur les sujets sociaux ou environnementaux. Et donc voilà, c'est ça l'ensemble des raisons. Et donc nous aidons les entreprises à avancer sur ces sujets-là. Et on crée de la valeur pour elles et donc du coup on arrive à être payé au bout. Trop bien, c'est cool. Du coup, à l'heure actuelle, combien vous êtes du coup chez Vendredi votre croissance, ça représente quoi? Alors là, on est 60. Grosso modo, ça fait 3-4 ans qu'on fait entre x2 et x3 chaque année. Donc là, fin d'année dernière, fin 2021, on était une petite trentaine. On a réussi à lever des fonds en début d'année pour se développer. Tu peux nous rappeler combien? On a levé 4,4 millions d'euros. Alors c'est une levée un peu particulière parce qu'on était rentable avant de faire la levée. Et on a choisi de lever pour pouvoir grandir plus vite. Donc là, on est une soixantaine. Et puis on se marre bien. Trop bien, c'est cool. Du coup, avoir développé d'abord en autofinancement, c'était une volonté. C'était pas une évidence dès le début de vous dire tiens, on va essayer d'aller chercher des fonds? En fait, c'était une volonté, je sais pas. On s'est beaucoup, avec Félix, mon associé, on s'est beaucoup posé la question parce que on essaye de construire une boîte qui a des valeurs un peu différentes du système capitaliste startup classique. Et en même temps, on a fini par jouer le jeu de la startup. Donc, mais on s'est beaucoup posé la question de se dire est-ce qu'on lève des fonds? Parce qu'on sait très bien qu'une fois qu'on lève des fonds, généralement, tu vas faire une deuxième, une troisième levée, etc. Donc, c'était pas un choix volontaire de lever des fonds comme de pas enlever. C'était plus, au début, en fait, on a eu l'opportunité et on a réussi à créer un business model qui était suffisamment rentable pour s'autofinancer. Et puis, on a eu l'opportunité, puis en fait, on n'avait pas trop le choix. Parce qu'en fait, il y a 4 ans, on n'aurait jamais levé des fonds sur une île pareille. Ok, ouais. C'était... Moi, je me souviens de... C'est cohérent. Ouais. Juste avant le Covid, on a essayé de faire un tour de table. Il y a eu plusieurs fonds d'investissement qui nous rigolaient au nez. Enfin, pas méchamment, tu vois, mais qui comprenaient pas ce qu'on faisait, quoi. Ouais, par rapport au cœur de l'activité, en fait. Ouais, exactement. Okay. Et là, depuis 2 ans, la RSE... Le Covid aussi a pas mal... réveiller les consciences, je sais pas, mais en tout cas, ça a donné plus de place à ce sujet-là, je pense, dans les discussions. Et donc là, du coup, on a vraiment senti depuis 2 ans une accélération et donc aussi une écoute auprès des investisseurs. Mais alors, je pense que le Covid a joué, puisque ça a changé. On va sentir ces effets en fait pendant très longtemps et je pense qu'ils seront quelque part théorisés plus tard aussi. Il faut laisser le temps au temps. Mais tu le vois, aujourd'hui, il y a des secteurs qui sont en tension parce que les métiers dans lesquels l'individu était peu valorisé, finalement, c'est un décrochage. Je pense au milieu de la restauration aujourd'hui, c'est le chaos en fait pour recruter un candidat, pour arriver à le faire rester. Le rapport de force est totalement inversé, c'est pas le seul. Donc je pense qu'en fait, les gens
en restant chez eux aussi, se sont posés beaucoup de questions et peut-être cherchent des modèles dans lesquels on se sent bien en fait au quotidien. C'était un peu la volonté. Sur ça, moi je trouve qu'il y a un truc, c'est aussi les métiers, on va dire, les plus stylés ou les plus cool, les plus rémunérés aussi. C'est ces gens-là qui ont dit bon, restez chez vous, puis on va laisser faire ceux qui sont les moins bien payés, les moins valorisés, donc tous les services d'urgence, tout le médical, etc. Je pense que ça aussi, ça fait partie. Tu vois, on est un peu dans son monde et puis on se rend compte que quand c'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué et vraiment la merde dehors, on me demande de rester chez moi parce que finalement, en fait, je ne sers pas à grand chose. Ouais, c'est intéressant. Tu vois, au fond du fond, quand ça devient vraiment dur, c'est pas à moi qu'on appelle, quoi. Donc je pense qu'il y a aussi de ça. C'est intéressant. C'est un bon point de vue. J'entendais quelqu'un en parler l'autre jour et dire c'est vrai que. Moi je dis ça, moi aussi je suis resté chez moi. Tu vois, alors c'est pas. On l'est nous aussi en soi. Ouais. Mais c'est vrai que tu as totalement raison. Ça a mis en lumière aussi des métiers sous-valorisés essentiels qu'on avait tendance à oublier et à laisser de côté. Du coup, comment aujourd'hui, d'après ce que tu disais tout à l'heure, notamment sur la croissance et sur le doublement du nombre de personnes dans la boîte, il y a autant de personnes anciennes dans la boîte que de personnes nouvelles aujourd'hui. Même plus de nouvelles. Plus de nouvelles. Comment on gère ça ? Comment on gère l'arrivée de personnes ? Finalement, tu sais, on a tous ce truc. Tu as besoin d'aide, tu arrives dans ton entreprise, tu vas solliciter toi N+1 pas dispo, tu vas solliciter quelqu'un d'autre. Ouais. Là, finalement, en fait, les gens qui sont là depuis un peu plus longtemps, il y en a pas tant que ça. Ouais, exactement. Comment on gère ça du coup ? Alors, je commence à pouvoir répondre un peu sincèrement à la question parce qu'on a raté plein de trucs, il y en a 2-3 qu'on a un peu réussi. Il y a une première chose, en tout cas, comment est-ce que vendredi on a réussi à faire ça ? Pas trop mal, je pense, parce que là l'équipe va plutôt bien. Ouais. Déjà, effectivement, on avait une base d'anciens, on va dire, qui était là depuis pas mal de temps. Donc ça a beaucoup aidé, je pense, à accueillir les nouveaux. D'avoir tant de nouveaux, ça en a aussi fait partir quelques-uns parce qu'en fait, ça a transformé le projet. Et ça, c'est normal. Il vaut mieux accepter que le projet se transforme et accompagner cette transformation que de rester bloqué en disant non, ça ne doit pas bouger. Et en fait, ça ne marcherait pas. Je pense que ce qui nous a beaucoup aidé, c'est on avait cette dimension de transparence dès le début. La transparence, ça t'oblige à expliquer beaucoup plus les choses. Tu vois, si tu mets une grille de REM avec les salaires de tout le monde qui sont transparents, faut être prêt à pouvoir expliquer le salaire de chaque personne. Donc ça demande plus de préparation, mais au moins t'es prêt, quoi. Je pense que ça a aidé. C'est pas fatigant, je me permets, mais parce que du coup, forcément, tu dois être amené à tout documenter de ce que tu fais. La transparence implique du coup un alourdissement des process, notamment justement pour préparer la suite. T'estimes que c'est un bon investissement ? Alors, ouais, c'est sûr que c'est un bon investissement. Alors, est-ce que ça demande de tout documenter ? Pas forcément, en tout cas pas tout systématiquement à l'écrit, mais ça demande de réfléchir les choses, effectivement. Parce que aussi, vu qu'il y a de la transparence, si tu commences à avoir moins de transparence, si tu n'expliques pas tes choix, les gens ils vont te le dire, quoi, et ils vont te faire des remarques, et à juste titre. Ouais. Et par contre, oui, je pense que c'est un bon investissement parce qu'en fait, ça élimine tellement de questions. Alors, des questions que je pense en tant que dirigeant, auxquelles tu fais moins face, tu vois. On a toujours l'impression quand on dirige une boîte que en fait, les salariés ne se parlent pas entre eux. Tu vois, que toi, tu as un peu toute l'info parce que l'info te remonte, et puis voilà. Non, en fait, même souvent, les gens se parlent plus entre eux qu'avec toi, presque. Donc en fait, tu t'élimines tellement de frustration, de questions, etc. Par exemple, je pense que la question de la rémunération entre un manager et un manager est évoquée, je pense, 3 à 4 fois plus souvent que dans n'importe quelle autre boîte classique, on va dire. Donc on a l'impression que ça nous fait perdre du temps parce qu'à chaque fois, tu as la discussion. Mais en fait, tu gagnes les 2 ou 3 heures chaque semaine où cette personne-là ne se pose pas la question. Et ça, c'est un investissement presque invisible. Donc ça, je pense que ça a beaucoup joué. Ce qui a beaucoup joué aussi, c'est qu'on a toujours beaucoup travaillé sur notre vision. On a essayé toujours, chaque trimestre, donc on a des rituels qui sont prédéterminés. C'est-à-dire que chaque trimestre, la première semaine du trimestre, on l'utilise pour faire des moments autour de où est-ce qu'on en est de nos objectifs, de notre impact, de nos business, de notre business, etc. Repartir sur des éléments de vision, de la formation interne, redéfinir des objectifs trimestriels. Ça aide beaucoup. Ensuite, plutôt à la semaine, toujours dans les process d'organisation, nous on suit 2 grandes KPI. On a une KPI business et une KPI impact. L'idée, c'est de se dire, en fait, on veut être une boîte à impact. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire on veut avoir de l'impact et être viable. Donc on se donne 2 KPI qui nous permettent de mesurer ça.
KPI d'impact, c'est très simple, c'est le nombre de salariés qu'on engage, par trimestre, par an, peu importe tu vois, l'échelle de temps que tu prends, mais le nombre de personnes qu'on fait se bouger. Et puis KPI business, c'est grosso modo notre chiffre d'affaires, quoi. Ouais. Je pense que d'avoir ça aussi, qui sont répétés toutes les semaines, etc., ça donne des directions. Et puis le troisième élément, c'est plutôt autour des valeurs. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en grandissant, ça a un peu transformé nos valeurs. Et donc là, tu vois, à l'été, on a pris un temps avec toute la boîte pour les redéfinir, etc. Et voilà, et donc aujourd'hui, on s'est doté de 5 valeurs. Et je pense que... Qui sont ? Chuchotara ? Ouais. Attends, on vient de les changer, donc je les ai plus... Alors sur les formulations exactes, que je ne dise pas de bêtises. La première, c'est l'impact coûte que coûte. Donc c'est de se dire, en fait, si on est là, c'est pour avoir de l'impact, donc on doit faire nos choix en fonction de ça. La deuxième, c'est être soi-même tous les jours de la semaine. On a vraiment une très très forte valeur d'authenticité, c'est-à-dire que les gens sont... Quand je dis eux-mêmes, ça veut dire que ça peut être aussi bien de façon, je sais pas, de la coupe de cheveux à la tenue vestimentaire, à l'expression des opinions, etc. Et ça, c'est un truc qui est très très fort chez nous, à tel point que maintenant je recrute plus des personnes que je sens un peu... Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'avoir leur vie perso et leur vie pro et de ne pas être tout à fait la même personne, de mettre un peu une distance. Ouais. Ça, je respecte, il n'y a pas de problème, mais je sais que chez nous, ça ne marche pas, quoi. Les gens se protègent aussi et ouais. Ils sont habitués à ça. Exactement, ouais, c'est ça. Mais en fait, quand tu réfléchis à d'où vient vendredi, on dit en fait, citoyen et salarié, tu peux être la même personne, forcément que l'authenticité, c'est essentiel. Donc là, j'en ai fait 2. Troisième, chaque jour encore mieux. Donc l'idée, c'est de se dire, en fait, l'excellence, c'est pas un état, c'est un processus. Donc en fait, chaque jour, on va viser à faire mieux. La quatrième, c'est cultiver l'enthousiasme. Donc l'idée, c'est de se dire, on essaye de voir des moments joyeux parce que déjà, quand tu as une belle victoire, que tu la célèbres, c'est cool. Et puis, même quand tu as un moment un peu plus dur, si au moins tu le fais avec le sourire, c'est toujours un peu plus simple. Et la dernière, c'est chacun pour tous. Chacun pour tous, ça veut dire quoi ? Ça veut dire on est là pour faire réussir le projet. Et donc, du coup, il n'y a pas de place chez Vendredi pour son petit agenda à soi ou de la politique interne, etc. On est là pour faire réussir le projet. Et donc, du coup, ça veut dire aussi faire réussir les autres, quoi. Donc, c'est penser aux autres pour les aider à réussir individuellement pour qu'ils fassent réussir le projet, quoi. Donc voilà. Okay. Et ça, même par exemple, tu vois, dans tous les entretiens d'embauche que je fais passer, je pose des questions autour de ces valeurs pour voir comment est-ce que la personne en face les incarne ou pas, est-ce qu'elle connecte ou pas, etc. Ouais, moi j'ai une vision et j'utilise tu vois, une métaphore pour parler de la boîte, en tout cas des impacteurs. Je dis c'est un bateau. Et en fait, en gros, quand les gens le rejoignent, c'est vraiment, on cherche à ce que tout le monde rame dans le même sens. Et il y a des fois des profils en fait, où tu te dis ils sont super, mais ça le fait pas. C'est parce qu'en fait, tu sens que ça le fait pas dans le fonctionnement profond. Et du coup, en fait, forcément, la direction que le bateau va prendre, la personne ne va pas le comprendre. Donc, je comprends totalement cette logique de recruter aussi en pensant à tout ça. Et c'est vrai qu'on parlait en off, au moment où justement je t'ai posé des questions sur la croissance, tu as été amené à me parler de ces valeurs. Et, tu penses que les valeurs et leur redéfinition aussi régulière, donc leur retravail, ça permet en fait à la boîte d'avoir aussi une meilleure productivité ? Ah ouais, en fait, oui, complètement. Si je schématise, grosso modo, un salarié qui fait bien son taf, c'est pour 3 raisons. C'est que c'est la bonne personne pour être dans l'équipe en termes de fit humain, là c'est les valeurs. C'est la bonne personne pour être dans l'équipe en termes de compétences. Est-ce qu'il s'élève, est-ce qu'il machin, etc. Et puis, il comprend quel est son rôle. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire, où va la boîte, etc. Et ce qui est marrant, c'est que dans ces 3 éléments-là, le premier, les valeurs, il ne peut pas le changer. Tu vois. Donc, c'est soit c'est bon, soit c'est pas bon. Et donc là, c'est au recruteur ou à la boîte soit de s'assurer que c'est bon ou c'est pas bon. Le troisième, comprendre à quoi il doit servir et où est-ce qu'on va, ça pareil, c'est à nous de le donner la direction. Et puis le troisième, les compétences, en fait, à la limite, ça s'acquiert. Donc si tu donnes un petit peu de temps, généralement, si la personne est suffisamment maligne, elle finit. Donc en fait, savoir où on est, où on va, et est-ce qu'on est tous raccords sur un certain... En fait, c'est presque des règles implicites de fonctionnement, les valeurs. Enfin, c'est juste un truc sur lequel on se retrouve et qui nous permet de bosser ensemble. Et tu parlais d'image du bateau. T'es sur un bateau, il y a 2-3 valeurs qui sont hyper importantes. La préservation de la vie humaine, sur ce genre de choses. Là, c'est transformer une entreprise, donc on n'est pas sur ce niveau-là de risque, on va dire. Mais ouais,
En fait, si tu commences pas par ça, il y a un moment dans ta croissance, tu vas avoir des problèmes qui vont être trop gros. Parce qu'il y a aussi un truc, c'est que euh, le nombre de problèmes que tu as dans une équipe, ça grandit beaucoup plus vite que l'équipe. Ça, c'est juste, les gens sont... Enfin, l'être humain est par nature irrationnel, donc en fait, va y avoir du bisbis, va y avoir des accrochages, etc. Et c'est là où les valeurs sont utiles. C'est qu'en fait, ça permet de se dire, ok, bah attends, qu'est-ce qu'on a en commun sur lequel... voilà. Après, bon, nous, on n'a pas vécu de grosses engueulades non plus, mais tu vois, ça te donne quelque chose sur lequel se retrouver. Ok. Du coup, ça veut dire que le quotidien de quelqu'un qui gère et qui cadre éventuellement vendredi, c'est beaucoup de gestion de problèmes finalement, parce que la croissance, Ouais. la croissance, elle va t'emmène très vite, très haut. Ouais. Et du coup, vous n'avez pas le temps de vous arrêter sur tous les problèmes, vous n'avez pas le temps de vous arrêter sur tout ça, vous n'avez pas le temps de vous arrêter pour apprendre. Ouais, alors, en tout cas, ouais, c'est dur. Quand on grandit aussi vite, la difficulté, c'est que souvent les entreprises grandissent plus vite que les êtres humains qui la composent, quoi. Alors, bon, déjà, c'est ce qui fait que des fois, bah, en fait, tu te retrouves, tu gères une grosse partie de la boîte, en fait, en tant que salarié, puis d'un seul coup, on te met quelqu'un au-dessus de toi, etc. Bon, déjà, c'est des expériences qui sont pas très agréables, forcément, donc c'est aussi pour ça qu'il est hyper important d'être transparent, aligné sur ça. Puis en tant que fondateur, c'est un peu différent, parce que bah, l'avantage, c'est qu'a priori, on mettra jamais vraiment quelqu'un au-dessus de toi, entre guillemets. Mais par contre, toi, t'as pas le choix de grandir, quoi. Donc, moi, à titre perso, je me suis entouré de personnes qui m'aident sur ça. C'est qui les personnes qui t'aident sur ça? C'est plutôt des gens qu'on connaissait déjà avant, qui ont une expérience de gestion d'entreprise, d'entrepreneuriat, etc. et qui vont donner du temps. Alors certains, c'est 1 heure par semaine, d'autres, c'est plutôt ponctuel, pour m'aider moi, ou nous aider, quand je dis nous, c'est avec Félix, hein, à débloquer des situations qu'on rencontre. Ça, c'est super précieux. Et qu'est-ce que je voulais raconter ? Ouais, alors ce qu'on avait sous-estimé à fond, c'est... en fait, quand tu grandis, tu te rends compte, tu te mets à rencontrer plein de problèmes, et en fait, les problèmes, ils vont venir bouffer ton temps. Et en fait, moi, j'ai mis 3-4 mois à comprendre qu'en fait, les problèmes n'étaient pas si importants. Enfin, les problèmes finissent par se régler, les problèmes qui sont vraiment importants, qui demandent ton attention, tu le sais tout de suite. Ouais. Et donc, j'ai mis du temps à m'organiser pour avoir du temps juste pour réfléchir, entre guillemets, tout seul, et préparer l'après, quoi. Parce que, voilà, la boîte elle grossit, donc mettre en place des changements, juste ça devient plus long. Tu vois, avant, quand t'es 10, des changements tu le fais à la semaine. Quand t'es 20, tu le fais au mois, voire au trimestre. Quand t'es 60, il te faut 6 mois. Ouais. Tout de suite. Et on avait beaucoup sous-estimé cette partie de stratégie, en fait, de préparer l'avenir, dire où on va aller, surtout avec des personnes qui sont en poste depuis 3 mois, quoi. Ouais, carrément. Du coup, forcément, donc, je reviens sur ce que tu disais sur le fait d'avoir de l'aide extérieure. Ouais. Donc, potentiellement, tu peux toujours aller chercher de l'aide face à des personnes qui ont déjà vécu les mêmes situations. Ouais. Mais quand tu as le passif de vendredi, donc à savoir le passif aussi d'associatif, toute cette évolution, derrière avoir cette grosse croissance, cette capacité de développer notamment en autofinancement, et derrière cette capacité à lever des fonds, mais finalement, votre cas, il ne ressemble pas forcément aux autres. Comment est-ce que, du coup, les conseils vous aident quand même au quotidien ? On parlait beaucoup d'humains. Alors déjà, moi, les conseils qui m'ont été les plus utiles, c'est les conseils sur la gestion, la partie humaine du leadership, on va dire. Et ça, pour le coup, je pense que ça change pas. Tu vois, quelle que soit ta boîte, les gens restent les gens. Tu vois, tu vois un conseil très précieux qu'on m'a donné, alors quand tu le dis, ça paraît presque un peu con, hein, mais c'était le rôle d'un dirigeant, c'est 3 choses, c'est donner la direction dans laquelle aller et la répéter constamment. Deuxièmement, prendre soin des gens. Enfin non, plutôt, deuxièmement, recruter les bonnes personnes. Et troisièmement, en prendre soin, quoi. Okay. Et en fait, ça, tu vois, on parle même pas d'impact, là. Et je pense que ça vaut d'ailleurs aussi bien pour une association, pour une entreprise à impact, pour une entreprise classique, pour CAC 40, enfin, tu vois, peu importe. Et donc ça, déjà, ça joue. Et ensuite, je pense que l'impact chez nous, il se transcrit dans le cœur de notre activité et dans nos valeurs. Ouais. Donc du coup, en fait, à chaque fois qu'on va nous donner un conseil, on va le faire passer un peu par la moulinette de nos valeurs, etc. Par exemple, là, on a entre tous les directeurs ou directrices de pôle chez Vendredi, parce qu'on parle de ça maintenant, on a une réunion toutes les semaines.
puis on commence à être 8, 9 dans cette réunion. Donc ça devient lourd d'avoir des discussions. Peut-être qu'on va devoir créer un codir avec que 4 ou 5 personnes. C'est-à-dire qu'il y a peut-être certaines personnes qui vont vont plus faire partie de cette discussion. Bon, c'est pas le sujet actuellement, mais je sais que quand on va le traiter avec nos valeurs. C'est-à-dire que en transparence, en disant voilà, voici, c'est ça le problème, on veut le régler comme ça, ça c'est déjà décidé, par contre cette partie-là, on est prêt à discuter, etc. Et donc du coup, voilà, on prend les conseils, puis on se dit ok, c'est dans la mise en œuvre où on va incarner nos valeurs, et c'est là que ça se joue, je pense. Ok, trop bien. C'est hyper clair pour moi, du coup, sur cet aspect. J'aurais voulu, pour la fin, traiter un peu du sujet de la levée de fonds, de comment, du coup, vous avez été amené à la faire. Qu'est-ce qui a motivé ça aussi? Donc, puisque, pour rappel, au moment où vous avez levé des fonds, factuellement, pour tourner, vous n'en aviez pas besoin, parce que votre modèle économique, finalement, il assurait vos revenus. Qu'est-ce qui a motivé cette volonté de lever des fonds? En fait, ce qui a motivé cette volonté de lever des fonds, c'est que, grosso modo, vendredi, pour se développer et développer notre impact, il faut vendre plus. Et nous, on est une boîte B2B, donc vendre plus chez nous, ça veut dire avoir plus de sales, de commerciaux, qui sont chez le client, au téléphone, en visio, peu importe, mais voilà, qui parlent à des entreprises et qui les convainquent d'agir. Et en fait, ce qu'on observait déjà, c'était une énorme accélération du marché, donc de plus en plus d'entreprises qui s'intéressent à ce sujet-là. Et en fait, juste nous, avec nos fonds propres, quoi, on n'aurait jamais pu financer la croissance qu'on a eue. Et puis, on avait aussi beaucoup besoin d'investir dans le produit. Et donc, en fait, voilà, ce que tu fais avec 15 devs, c'est pas tout à fait en un an, c'est pas tout à fait ce que tu fais en 3 ans avec 5 devs, mais c'est quand même un peu ça l'idée, quoi. Donc, on avait besoin d'investir sur ces deux dimensions. Et voilà, et en fait on s'est dit, on a fait le choix en disant est-ce que ça va vraiment nous permettre de développer notre impact, et en regardant de façon un peu plus précise, on s'est rendu compte que en levant 3-4 millions, on était capable d'aller toucher 100 000 personnes en 3 ans. Donc on s'est dit bon, en fait ça a du sens, on y va, voilà. Là on est pas mal, on est toujours à peu près sur la roadmap pour y aller. Là on va passer les 25 000 là, normalement en fin d'année. Donc c'est ça fondamentalement la raison. Et voilà. Est-ce qu'il y aura une prochaine levée? Honnêtement, aujourd'hui, je ne sais pas. On lèvera à nouveau si c'est nécessaire pour faire continuer à grandir notre impact à la vitesse où on le souhaite. Et voilà. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi les fonds d'investissement avec lesquels on a levé, pour que ce soit des personnes qui comprennent ce discours-là, qui ait une intention d'avoir un impact en tant qu'investisseur, et donc du coup avec qui on pourra faire ces choix-là en ne regardant pas que le multiple, pas que le retour sur investissement. Évidemment, il reste important, mais pour pouvoir avoir au moins la discussion de retour sur investissement versus impact, comment est-ce qu'on gère la balance. Ok, je voulais te poser une question quelques secondes avant où je me disais comment réagissent en fait, c'est les fonds quand tu vas les voir, mais tu as à moitié répondu en expliquant qu'aussi tu vas avoir des fonds qui sont sensibles à ça. C'est qui en fait ces fonds? Comment ils fonctionnent? C'est quoi leur différence par rapport aux autres? Quand le premier rendez-vous que tu fais avec eux, ils te demandent quel est ton impact positif? Ça dépend lesquels, mais oui. Premier rendez-vous, je sais pas si c'est le premier rendez-vous qui est le plus important, mais en tout cas oui, c'est présent dans la discussion. Et un petit peu, bon, quand tu lèves des fonds, il y a toujours un moment où tu parles en détail de ton business model, etc. Tu parles aussi en détail de presque ton impact modèle, hein, tu vois. Il y a même, on a un reporting financier sur la performance de l'entreprise, etc. On en a aussi sur l'impact. Et donc, ce qui est particulier chez Vendredi, je ne connais pas suffisamment bien les business models d'autres boîtes à impact pour dire s'il y en a d'autres qui l'ont fait, mais je pense qu'on n'est pas les seuls à l'avoir fait. C'est que notre business model, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est un business model, mais grosso modo, c'est le gros tableur Excel qui te permet de savoir à peu près comment tu vas te développer, combien de personnes il y aura dans ton équipe, combien d'argent tu as besoin pour faire ça. Notre business model, ce qui est particulier chez Vendredi, c'est que il prédit, en tout cas il essaye de prévoir aussi bien notre performance financière que notre performance d'impact. Et donc ça nous permet de faire des choix
pareil, en gérant un peu impact et performance financière. Alors, il se trouve que nous, on a quand même de la chance, qui est que, grosso modo, le nombre de salariés qu'on arrive à engager, ça dépend du nombre d'entreprises clientes et notre chiffre d'affaires aussi. Donc, les deux sont très, très fortement corrélés et ça, c'est un confort du quotidien qui est incroyable. Parce qu'en fait, je dis, ça nous permet de faire des choix en fonction de l'impact du business. Mais généralement, ce qui fait grandir notre impact fait grandir notre business. Ce qui fait grandir notre business fait grandir notre impact. Donc, on est plutôt confort pour l'instant sur ça. Mais voilà, peut-être qu'un jour, ça changera. Et à ce moment-là, ça sera important d'être capable de faire les choix en fonction du business ou de l'impact, peu importe, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, d'avoir l'information et de ne pas la jouer à la classique de toute façon, ce qu'on veut, c'est faire plus de fric. Ouais, ok. C'est cool parce que du coup, si tout fait l'objet de mesures, ça renforce encore plus ce côté transparent que tu évoquais tout à l'heure. Parce que ça circule aussi dans la boîte, du coup, ces informations. Alors, c'est publiquement disponible dans la boîte. Certains vont le regarder. C'est aussi, il faut aussi savoir le regarder. C'est-à-dire que tu donnes à n'importe qui le compte de résultat d'une entreprise aujourd'hui, faut savoir quoi lire. Mais du coup, moi, j'essaye de prendre le temps, 2 à 3 fois par an, de rentrer un peu dans les détails, en disant, en fait, voilà, un compte de résultat, qu'est-ce que ça veut dire ? Là, c'est ça notre trésorerie, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est pas bien, notre cash burn, est-ce que c'est mauvais, est-ce que c'est cool, etc. Aussi pour donner l'information aux gens. Et ce qui est trop bien quand tu fais ça, en fait, même quand tu donnes un passage un peu difficile, tu dis, en fait, voilà, là, c'est un peu compliqué, vous voyez, on perd de l'argent ici, puis on a machin, etc. En fait, tu prends le temps d'expliquer, les gens comprennent, et ensuite, quand tu dis, on se donne un objectif super ambitieux pour redresser la barre, en fait, ils te suivent. Ouais. Alors qu'à l'inverse, si tu n'as rien expliqué, tu passes juste pour la personne qui a envie de faire plus de fric, quoi. Ouais. Alors que alors des fois, je pense que tu as juste envie de faire plus de fric, mais peut-être des fois, même des personnes qui peuvent être sincères dans la démarche, en fait, si elles expliquent pas, les gens te suivent pas, quoi. Bah oui, s'ils comprennent pas ce que tu leur présentes, je suis totalement d'accord avec toi. Mais c'est vrai que ça rejoint pas mal ce que tu disais sur la transparence, en fait, et tout ce travail de rendre les choses accessibles. C'est un vrai enjeu. Je pense que si plus de boîtes avaient cette approche, je pense que plus de salariés se sentiraient connectés et auraient plus de sens, tu vois. On n'aurait pas ces problématiques de mouvement qu'il peut y avoir dans certaines sphères. Donc voilà. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, du coup ? Est-ce que je voulais rajouter quelque chose Non, je pense que c'est pas mal. Ouais, clairement. Mais juste pour moi, du coup, c'était vraiment un plaisir de t'avoir. Parce que, comme je te l'ai dit, je l'ai expliqué aussi dans le podcast, en choisissant aussi les boîtes que je suis allé voir des boîtes qui font de l'impact positif, mais qui ont développé une capacité à lever des fonds, parce que ce dénominateur commun me permettait de pressentir qu'il y avait une vision business aussi des choses. Et finalement, en fait, donc, je te contacte connaissant un peu forcément le passif de Vendredi, et en sachant que c'était une association par le passé. Derrière, je me dis, on va parler de l'aspect business, et en fait, l'aspect business nous a carrément ramené sur l'aspect humain. Et donc, c'était trop cool parce qu'en effet, chaque boîte fait son chemin, et de voir celui de Vendredi, moi, je le trouve extrêmement inspirant. Donc, franchement, c'était vraiment un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Trop bien, moi, c'était un plaisir d'être là. Trop cool. Merci beaucoup, du coup, à très vite. Merci. Hey, t'es arrivé au bout du podcast, donc merci pour ton écoute. Et comme t'es encore là, j'ai un secret. Si tu t'abonnes, on va t'envoyer une ressource complémentaire au podcast que tu viens d'écouter. Et si t'es déjà abonné, cœur sur toi et sur toute ta famille.